Un regard sur la nature. Bonjour, c'est Camille, bienvenue sur RVM 93.7, la radio qui aime la nature. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, Un regard sur la nature. On va parler bien sûr des oiseaux, des insectes, de la nature en général. Et bien sûr, il y a Daniel pour co-animer avec moi. Bonjour Daniel. Bonjour Camille. On va présenter notre invité tout de suite, Thierry Decouter, de la LPO. Voilà. Tout à fait, LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Voilà, et bonjour à tous. Bonjour, oui. J'avais dit lutte pour la protection des oiseaux, mais enfin, c'est plus plutôt. C'est plus connu sous l'intitulé complet. Quand on dit lutte pour la protection des oiseaux, les personnes assimilent plus facilement que LPO. Oui, alors la LPO est un organisme maintenant, une association qui a maintenant plus de 100 ans. Hein, c'est impressionnant. Hein, et c'est une association qui est née au départ pour protéger essentiellement les oiseaux. Et puis aujourd'hui, c'est la biodiversité en général, quoi. Je pense qu'elle a vu le jour dans le coin de Perros-Guirec, sur les Sept-Îles. Oui, c'est ça. Je crois que c'est à peu près l'origine. C'est ça, exact. Après, je suis pas historien de la LPO, je ne vais pas vous en dire plus, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais je suis membre de la LPO depuis, mon Dieu, une trentaine d'années, voire plus. Et effectivement, c'est un organisme qui a évolué ces dernières années pour devenir plus une association qui va protéger l'ensemble de la biodiversité. Pas uniquement les oiseaux, même si les oiseaux c'est un bon indicateur de la santé d'un endroit, d'une région, d'un site. Voilà, je sais que la LPO propose aussi, alors si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec eux pour des refuges LPO. Alors la LPO, effectivement, a développé ce concept de faire de votre jardin, de votre balcon, de votre terrain, de votre bois, même éventuellement de votre bâtiment, si c'est une collectivité, une école, de faire de cet endroit un refuge. Donc il y a une partie des salariés de la LPO qui gèrent ce concept. Et ça permet d'aider les gens à faire de leur jardin vraiment un endroit où on peut accueillir les oiseaux, en les conseillant pour mettre les bonnes essences pour les haies, pour la bonne nourriture, les bons nichoirs, éviter de trop tondre, etc. quoi. Donc c'est sympa effectivement. Bah justement, vous parlez de nichoirs, on va parler de ce thème. On va évoquer notamment pourquoi et comment installer des nichoirs pour les oiseaux. Et petit aparté, je vous rappelle que cette émission Un regard sur la nature dure 30 minutes et c'est une émission bimensuelle. Donc on va parler des insectes, des oiseaux, de jardin en général et voilà. Donc pourquoi et comment installer des nichoirs pour la nature ? Déjà pourquoi ? Alors pourquoi installer des nichoirs, Thierry ? Bon, nous avons travaillé aussi pas mal ensemble, nous avons œuvré dans les écoles de Crépy-en-Valois. Oui, c'était Je crois qu'à terme, nous avions installé, avec l'aide des élèves, la participation des élèves et de certains enseignants, au moins une 50aine de nichoirs, plus des mangeoires dans les cours d'école. Alors dans les écoles, oui, ça m'avait beaucoup plu. C'était une superbe expérience. On avait eu l'occasion d'aller dans quasiment toutes les écoles primaires de la ville pour faire un petit topo sur les oiseaux, comment les aider, etc. Et on finissait par construire ensemble des nichoirs qu'on installait dans la cour de l'école. Et ça mettait de la vie, ça permettait d'avoir un thème au niveau des discussions. Mais à côté de ces 50-là, je crois, Daniel, ne pas me tromper, qu'avec toutes les activités qu'on avait pu faire ailleurs, en public, on avait compté quasiment 300 ou 400 nichoirs au total. Oh oui, au total. Au total, 300-400 nichoirs qui avaient été faits dans Crépy et chaque nichoir après a été remis gratuitement à celui qui l'avait construit. Donc la personne repartait avec son nichoir et allait l'installer où elle voulait, quoi. Entre autres, lors des inventaires pour l'Atlas de la biodiversité communale en 2013, les participants avaient pu fabriquer leur nichoir et repartir avec. Oui, c'est ça. Non, mais c'était une très bonne idée. Un nichoir aux bonnes dimensions. Voilà, exact. Ouais. Donc, en même temps, avant d'installer ces nichoirs, tu expliquais aux élèves
pourquoi installer des nichoirs. Et là, tu vas pouvoir l'expliquer à notre public ? Oui, alors, des nichoirs, vous allez me dire, les oiseaux, ils peuvent se débrouiller tout seuls, hein, sûrement, oui. Il y a sûrement des endroits où les oiseaux peuvent se débrouiller tout seuls, trouver des endroits où s'installer, etc. Mais on leur facilite pas trop la vie quand même, faut être honnête. Hein. Nous, dans nos jardins, dans nos maisons un petit peu aseptisées, dans les maisons récentes, les bâtiments récents, on fait la chasse aux trous, aux orifices, aux fentes, aux fissures, et on bouche un maximum de ces choses-là qui n'ont pas l'air très jolies, c'est pas très gracieux. Alors on bouge tout ça et on empêche en fait beaucoup d'oiseaux de s'installer. C'est devenu quasiment systématique. Par exemple, les cache-moineaux, ça porte bien son nom, c'était pour empêcher les moineaux de venir s'installer. Voilà. Alors maintenant, ils font comment les piafs Des maisons anciennes, j'ai vu, il y a des poutres sous la toiture où des pièces de bois où les oiseaux pouvaient se poser, nicher, etc. Et là, il y a des pics métalliques qui vraiment les empêchent de venir. Quel est l'intérêt, à part le fait d'avoir quelques déjections ? Oui, c'est difficile de juger à ce niveau-là. Chacun à ce niveau-là fait un peu ce qu'il entend. Après, moi, j'estime que ce qui, il y a 50, 60 ans ou 100 ans, pouvait poser problème. Aujourd'hui, il faut comprendre que on est dans une phase où le nombre d'oiseaux, le nombre d'espèces, et l'effectif par espèce a chuté de façon dramatique. Et il faut bien se rendre compte que si on peut les aider à s'installer dans les jardins, dans les communes, c'est pas plus mal, quoi. Honnêtement, c'est pas grand-chose. Il faut justement, en plus, en installant des nichoirs, on les installe à des endroits où éventuellement ils vont pas gêner. Donc pourquoi pas. Dans l'émission précédente, on avait évoqué le modèle anglais, que tu connais bien. J'ai souvenir qu'une fois tu m'avais dit que les Anglais, dans les constructions nouvelles, avaient obligation d'avoir des ouvertures pour les oiseaux dans leur maison. Oui, alors c'est amusant, c'est intéressant. C'est vrai que devant la disparition de certaines espèces, nos voisins grands-bretons ont pris la décision de construire des maisons avec des trous. Alors ça peut paraître amusant, hein. Nous on bouche nos trous. Ils construisent des maisons, voilà. Ils font des maisons avec des trous. Alors évidemment, tout ça c'est organisé, mais de façon à pouvoir laisser des espaces où certains oiseaux cavernicoles, qui aiment bien aller dans des trous, puissent aller s'installer et avoir un espace pour être à côté de l'homme. Parce qu'il y a plein d'espèces qui sont des espèces qui sont collées à l'être humain, quoi. Alors traversons la Manche, pas la nage, mais prenons exemple sur les grands-bretons. Par exemple, pour ça au moins, ouais. Donc on parle souvent de nichoirs et bien souvent ce sont les nichoirs pour les mésanges, mais il existe bien souvent sont les mésanges bleus, je crois, qui vont occuper le plus possible. Oui, alors évidemment, monsieur tout le monde, c'est des oiseaux, ça, les mésanges. C'est des oiseaux qu'on aime bien voir, hein. C'est joli, c'est coloré, ça bouge tout le temps, ça consomme aussi pas mal de ravageurs, hein, des chenilles, des larves, etc., des insectes, donc c'est très bien. Mais bon, il n'y a pas, dans un jardin, il n'y a pas que les mésanges. On peut très rapidement, d'ailleurs je crois qu'on avait fait un petit bilan dans le parc de Jirem, on s'était retrouvé quasiment avec une cinquantaine d'oiseaux nicheurs minimum. Mm-hmm. Moi, je vois là dans l'espace où je suis, je dois en avoir à peu près autant. Donc, les mésanges, oui, il y a 5-6 espèces de mésanges qu'on va accueillir dans un jardin. Mais il faut aussi penser aux autres espèces, comme le moineau domestique, qui est en perte de vitesse, les hirondelles, pourquoi pas, les martinets, les pinsons, les chardonnerets, etc. Donc, faut pas... Et aussi, pourquoi pas, des oiseaux plus gros, comme les pics et autres. Et n'oublions pas les rouges-gorges qui sont... moi, j'en vois un ou deux dans mon jardin, mais pas plus. Ouais, le rouge-gorge, qui est un oiseau emblématique aussi, hein. C'est un oiseau emblématique, le rouge-gorge, c'est quand même un oiseau qu'on imagine toujours dans les pattes du jardinier, en train de fouiller à côté de lui, quoi. C'est sympa. Alors, en fait, pourquoi mettons ces nichoirs ? Parce que je pense que, et ça tu vas nous confirmer ou nous l'expliquer, que le milieu naturel est tellement aseptisé, on supprime les arbres morts à cavité, creusés par les pics par exemple, on supprime tous ces éléments naturels et qui empêchent les oiseaux de nicher naturellement. C'est vrai qu'en fait,
En France, on aime bien gérer la nature, c'est-à-dire qu'on aime bien la nature, mais si elle est comme on la décide. C'est-à-dire que quand un arbre est mort, en tout cas n'a plus de feuilles, on considère qu'il n'a plus rien à faire là, et il faut l'abattre, le réduire en bouillie, en copeaux, ou bien le brûler. Quand si une haie ne permet pas d'avoir un terrain suffisamment vaste, on rase la haie, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop fait attention à ça pendant des décennies. Aujourd'hui, on se rend compte que un arbre mort, c'est une source inépuisable de nourriture, de cavités, de lieux de nidification. C'est des vrais HLM à Piaf, c'est-à-dire qu'on va trouver toutes sortes d'oiseaux qui vont venir s'y réfugier. Ça peut être les pics, ça peut être des rouges-queues, ça peut être d'autres types d'espèces. Beaucoup vont venir s'y nourrir aussi. Ils vont y trouver des larves, des champignons et tout ce qu'on peut imaginer, des plantes, des graines. Et puis les haies, alors n'en parlons pas. Les haies, c'est l'endroit où on va avoir le plus d'espèces, c'est clair. Alors, tout à l'heure, vous parliez du parc de Gérême. C'est un peu le parc de la ville de Crépy-en-Valois, sponsorisé, on peut dire, par la LPO, donc la Ligue pour la protection des oiseaux. Oui. J'avais une question, justement. Est-ce qu'il y a justement des nichoirs dans ce parc de Gérême ? Non. En fait, le parc de Gérême est un site assez exceptionnel dans un milieu assez urbanisé, faut être clair. La LPO, il y a quelques années, a décidé d'accorder donc au parc de Gérême le titre de refuge, donc un refuge LPO, c'est pas rien quand même, et je pense que ça montre qu'à l'époque la volonté de la commune était de faire du parc de Gérême un endroit où on accueillait de façon raisonnée et raisonnable la nature. Il y a sûrement pas mal d'améliorations encore à faire pour accueillir encore mieux la nature, c'est clair. Après, il faut pouvoir accueillir et la nature, et les associations, et les visiteurs, donc c'est sûr que c'est pas simple. Par contre, il ne faudrait pas que le parc de Gérême devienne un parc où on tond trop souvent, on coupe, on élague, on broye trop souvent ce qui ne paraît pas être très, très joli. Il n'y a jamais eu de nid, non, à ma connaissance, mais je peux me tromper, Daniel peut peut-être me le dire. Je pense qu'il n'y a jamais eu de nichoir de poser dans le parc de Gérême. Il y a suffisamment d'endroits déjà où les oiseaux peuvent nicher, c'est clair. Les espaces naturels comme ça, je pense qu'il y a suffisamment d'endroits. Après, on pourrait peut-être, pourquoi pas, y mettre quelques nichoirs pédagogiques aussi, pourquoi pas. Oui, pour l'instant, il y a une volonté quand même de laisser un certain nombre d'arbres morts et à cavité. Tout à fait, oui. Donc qui est très bien, et y compris du bois mort sur place. Sur le sol, etc. Sur le sol. Après, il ne faut pas oublier qu'une mairie, elle a aussi la responsabilité de la sécurité des gens. C'est-à-dire qu'un arbre qui est dangereux, qui est mort, qui devient dangereux, on peut pas se permettre de laisser un arbre comme ça dans un endroit où il y a du public. Donc à ce niveau-là, je pense que les gens qui bossent dans le parc sont très sensibles à ça. Oui. On les connaît bien. Ce sont des gens qui connaissent bien la nature, qui font au maximum aujourd'hui, selon leurs consignes, font le maximum pour que la nature soit bien accueillie. Donc là-dessus, j'ai pas trop de. Oui, de toute façon, ils sont tout à fait à l'écoute. Moi, je m'y promène souvent. On a l'occasion d'échanger. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Et je leur donne des conseils dans la mesure du possible. Donc les nichoirs qu'on peut installer dans notre jardin, parce que peut-être des maisons plus récentes n'ont pas de trous, de cavités, etc. Donc il est judicieux d'en installer. Et il faut aussi installer des nichoirs aux bonnes dimensions. Des personnes m'ont dit en avoir installé, mais les oiseaux peut-être ne viennent pas, et parce que les nichoirs sont peut-être trop petits. Alors il y a quand même des dimensions à respecter. Alors oui, il y a des dimensions, et puis je pense qu'il ne faut pas non plus en attendre trop, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez mettre un nichoir que dans les 15 jours, un piaf va venir s'y installer. Il va d'abord essayer, pour être très clair, de trouver des espaces naturels, des espaces qui lui conviennent. Un nichoir peut passer une année complète sans être utilisé, puis l'année d'après, il va être utilisé. Le temps peut-être de prendre un petit peu une bonne odeur, d'avoir un meilleur aspect pour les oiseaux. Après, il faut non seulement mettre des nichoirs différents pour accueillir différentes espèces, mais aussi il faut les mettre au bon endroit.
à la bonne hauteur, bien orienté, etc. Bien orienté. Alors, l'orientation, bien souvent, c'est quoi? C'est entre l'Est et le Sud? Oui, Est, Sud-Est, en fait, à l'opposé des vents dominants et des vents qui amènent la pluie. Parce que si on met un nichoir avec une ouverture face à l'ouest de où vient la pluie, bah le nichoir et les petits qui sont dedans doivent apprendre à nager, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas le top, hein, donc sud-est c'est bien, ouais. Et Daniel, en off, tu nous parlais que en fait il fallait mettre le nichoir pas très loin de la mangeoire. Ah ben je veux dire, en ce moment là on installe les mangeoires, hein, déjà, hein, il fait froid, là il faut les mettre en place. Hein, oui. Et je pense que, Thierry, tu vas nous confirmer, il est judicieux d'installer le nichoir. Alors c'est ce que j'ai observé aussi, le nichoir à proximité de la mangeoire. En ce qui concerne les mésanges, en même temps qu'elles viennent chercher de la nourriture, elles vont se positionner à l'entrée du nichoir, elles vont le reconnaître. C'est bien ça? Alors les oiseaux, je pense qu'il y a une fausse idée pour certaines personnes qui se disent ouais, bon, les nichoirs, une fois que la période de nidification est terminée, on les décroche, on les met dans un appentis, puis on les ressortira au printemps. Non, le nichoir, il est utile toute l'année. Il est très très utile en hiver parce que en hiver, les nichoirs vont servir d'abri aussi aux oiseaux pour passer la nuit. On peut très bien se retrouver avec 3, 4, 5, 6 oiseaux de la même espèce dans un nichoir en plein hiver, hein, où ils vont s'installer. Et effectivement, beaucoup d'oiseaux, pendant la période hivernale, repèrent les lieux, font un petit peu le tour. Hein, c'est comme une agence immobilière, ils vont aller se balader un petit peu dans le coin, voir si le site où ils trouvent à manger, il y a des opportunités de location d'appartements. Et ils vont se retrouver à sélectionner quelques endroits où ils reviendront au moment de la nidification, c'est clair. Il n'y a pas de chèque de caution, non, ça va? Pour l'instant, non. Non, c'est vrai, il n'y a pas de chèque de caution, non, c'est clair. Pas d'état des lieux non plus. Bah, je vous propose justement de donner la parole aux auditeurs, aux Crépinois et aux alentours, bien sûr, pour qu'ils nous posent des questions par rapport à ce thème, les nichoirs. Bonjour, est-ce que vous avez des nichoirs chez vous? Oui, j'en ai un, mais les oiseaux ne viennent pas parce qu'il est trop petit. Vous l'avez fabriqué vous-même ou vous l'avez acheté en magasin? C'était fabriqué à l'école. L'école Peggy, nous avons fait des animations avec les enfants et on a fait des nichoirs. Et vous pensez éventuellement en ajouter d'autres de nichoirs ou... Non, pas trop, non. Parce que j'ai plein de chats à la maison et ils font la chasse. Je vous raconte pas. Hein. Le nichoir, il est à côté d'une, vous savez, une bonbonne à eau, là, vous savez, des grands réservoirs d'eau qu'on récupère. Je l'ai accroché à côté. Non, j'ai pas de nichoir. Une raison particulière? Bah, c'est des pavillons qui sont neufs, donc... Des nichoirs, non. Mais des endroits où ils viennent manger, oui. Et beaucoup d'oiseaux dans mon jardin. Et pourquoi vous n'avez pas de nichoir? Parce que c'est difficile à fabriquer, à acheter? Non, on leur met des... Comment ça s'appelle? L'hiver, on leur met des boules dans les arbres, soit aux branches. Soit... Et puis, on les regarde, ils viennent manger et tout. Mais j'avoue qu'on n'a jamais pensé à leur faire des nichoirs. Et est-ce que vous savez comment on construit des nichoirs? Oui, j'imagine bien, ouais. Avec une petite maison en bois, avec une petite ouverture ronde, facile, de façon à ce que l'oiseau puisse poser ses pattes à l'entrée, et puis voilà. Les questions des auditeurs à notre expert. D'abord, la première question que je poserais, c'est est-il nécessaire de mettre des nichoirs? Parce que ça, à la limite, bon, je sais que les oiseaux, ça vit en liberté, ça vit dans la nature, donc reste à se poser la question, est-ce qu'ils ont besoin de nichoirs? Ah voilà, on a répondu un petit peu tout à l'heure, mais... C'est vrai, c'est la bonne question. Est-ce qu'on a vraiment besoin, comme d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de nourrir les oiseaux en hiver? Est-ce qu'on a besoin de mettre des nichoirs? Je dirais que chacun à ce niveau-là connaît son terrain. Il y a des terrains qui éventuellement ne nécessitent pas, parce qu'il y a des vieilles granges, parce qu'il y a des vieux murs, parce qu'il y a des vieux arbres. Dans ce cas-là, pourquoi ajouter des nichoirs? Ça, effectivement, c'est peut-être pas vraiment nécessaire. Par contre, il y a des endroits, certainement, des maisons récentes, des endroits un petit peu plus aseptisés, où là, la présence des nichoirs peut être importante. Et par contre, il faut faire attention, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure. Une dame disait, oui, j'ai des chats, donc je ne mets pas de nichoir, ou bien j'ai un nichoir, mais il n'y a personne qui vient dedans. Ouais, mais bon, mettre un nichoir à côté d'une tonne à eau où le chat peut venir s'installer, par exemple, et puis guetter l'oiseau,
c'est peut-être pas la bonne solution. Donc son nichoir, si elle le déplaçait un petit peu, qu'elle le mettait à un endroit où le chat peut pas s'installer, venir guetter, peut-être que là son nichoir serait utilisé. Les oiseaux font gaffe à ça, hein. Les oiseaux, ils s'aperçoivent très rapidement que si un nichoir est à un endroit trop facile d'accès pour un prédateur, bah, ils vont pas mettre le nichoir là, hein. C'est clair. Après, pour sa défense, elle nous expliquait qu'elle n'avait pas d'arbre dans son jardin, donc elle l'avait mis là un petit peu comme elle pouvait. D'accord. Après, elle peut l'accrocher à un mur ou sous le toit ou ça peut ou à l'angle d'une fenêtre, pourquoi pas, quoi. Oui, je pense qu'il faut essayer. Si les oiseaux ne viennent pas, on peut le déplacer. Voilà, il faut observer aussi, hein, comment appréhender la nature par l'observation. D'une part, et puis surtout ne pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas en attendre trop. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où s'il n'y a pas besoin de nichoir, l'oiseau va l'éviter, va aller plutôt dans des endroits naturels. Après, il y a des endroits, moi je vois par exemple dans la commune de Céry-Magneval, on a installé un nichoir dans le clocher pour les effraies des clochers, donc une chouette, la dame blanche, hein. On a bien compris qu'il y avait des problèmes de sites de reproduction pour cet oiseau. Et 15 jours après, le nichoir était utilisé et il l'est toujours aujourd'hui. Ce qui prouve bien que cet oiseau n'avait pas trouvé autour du village ou dans le village d'endroits tranquilles pour pouvoir nicher. Les granges disparaissent. Les granges disparaissent, les clochers sont condamnés, on met des grillages. Pour éviter les pigeons d'entrée, entre autres. Oui, non, c'est clair qu'aujourd'hui, on a un problème. Les hirondelles aussi, par exemple, hein, les déjections dans les coins des fenêtres. On essaie on veut bien la nature, mais pas trop chez soi, quoi. Dans certains cas, c'est un peu le problème. Et il faut que ce soit une nature propre. Et ouais. Et malheureusement, les piafs, comme tout le monde, il y a des déjections. Et c'est vrai que ça peut se comprendre. Donc vivons en harmonie avec ces oiseaux, avec cette nature. Je pense très honnêtement que ça revient. Grâce certainement aux efforts que des gens comme toi, Daniel, ou moi, ou d'autres faisons. C'est-à-dire qu'on parle de ça, on explique tranquillement aux gens. Je pense que il faut vulgariser, il faut expliquer, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens, c'est clair. Et auprès des enfants, voilà le message. Ce sont eux qui vont le porter aussi. Et auprès des enfants, pour leur montrer que la nature a besoin d'eux. Oui, très juste. Donc on peut trouver aussi sur Internet, sur la page Facebook Le Parc de Jérém, le plan de nichoir et de mangeoire à réaliser avec vos enfants. Ça sera vraiment un grand plaisir. Donc, on peut aussi en acheter sur le site de la LPO, bien évidemment. Aussi, oui. Voilà, il y a les bonnes dimensions à respecter. Si ça concerne les mésanges, le diamètre du trou d'envol, j'ai vu évidemment que j'ai vu des nichoirs dans certains commerces où le trou d'envol, le minimum pour une mésange bleue, c'est 28 mm. C'était en dessous. Donc la mésange ne va pas pouvoir entrer. Non, c'est vrai que pour avoir construit avec les enfants des centaines de nichoirs, d'ailleurs mes doigts s'en souviennent parce que je tenais souvent les clous, hein, donc je ne compte pas les nombres de coups de marteau que j'ai pu prendre sur le bout des doigts. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle le trou d'envol. Donc le trou en fonction des espèces a un diamètre différent. Vous trouverez les dimensions qu'il faut sur Internet, hein, sur le site de la LPO et sur d'autres sites, hein, par exemple. Ouais, la LPO, c'est très bien documenté. Ouais, c'est très bien foutu. Vous avez des plans, faut pas non plus, ça ne doit pas coûter cher, il faut rester dans des mesures raisonnables. Puis après, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que des nichoirs à trous, parce que ça, c'est réservé à certaines espèces. Après, il y a des nichoirs ouverts pour d'autres espèces, hein, comme les rouges-gorges, les rouges-queues, etc. Ils aiment bien les nichoirs ouverts. Pourquoi pas les merles aussi, hein, les grives ou les merles, même s'ils aiment bien faire leur nid eux-mêmes. Mais il faut effectivement, à ce niveau-là, donner à chacun, même des nichoirs, par exemple, pour les grimpros, les citelles, etc., qui sont des oiseaux grimpeurs.
faut aussi penser à eux. Il n'y a pas que les mésanges qui doivent être dans le jardin, c'est clair. Donc si vous fabriquez aussi votre nichoir, il y a un certain nombre de recommandations, entre autres, je crois, ne pas mettre de peinture, plutôt privilégier quelque chose comme l'huile de lin. L'huile de lin, ouais, c'est bien, l'huile de lin, c'est bien. Ouais, badigeonner d'huile de lin. Voilà. Voilà, donc la hauteur du nichoir, parce que les mésanges vont fabriquer un tapis de mousse, de crin, etc., Oui. d'une certaine hauteur. Faire en sorte, si on le peut, faire en sorte de protéger peut-être le trou d'entrée. Si on a les moyens, si on a le matériau, mettre une petite, l'entourer avec du zinc ou autre pour éviter que certains prédateurs viennent élargir le trou d'envol. Les prédateurs, ça peut être quoi ? Ça peut être des pics, ça peut être des pies, ça peut être l'écureuil aussi, qui peut élargir le trou d'envol pour pouvoir aller attraper les œufs, manger les petits. Donc tout ce qui peut être fait pour les protéger, c'est bien, évidemment. Alors, une fois qu'on s'aperçoit que le nichoir est occupé, on fait quoi ? On les laisse tranquilles jusqu'à une... Ah oui, on évite d'aller ouvrir, regarder à tout bout de champ, quoi. C'est pas des poules, c'est pas un poulailler. Non, c'est clair qu'ils n'aiment pas être dérangés, sinon ils peuvent abandonner le site et abandonner les petits, c'est clair. Voilà, donc après, pour la partie plaisir, on va pouvoir ouvrir le nichoir, parce que... vers fin septembre, je crois, Thierry. Oui, alors après, évidemment, le nichoir, c'est bien de pouvoir avoir un système qui permet d'ouvrir le nichoir et après la nidification, de regarder un petit peu comment il est fait. Puis ça permet aussi de le nettoyer plus facilement, parce qu'un nichoir, pour éviter que les parasites s'installent, les maladies, etc., il est bon tous les ans d'ouvrir le nichoir, de gratter, de nettoyer, d'enlever la vieille matière avant la saison suivante. Est-ce qu'on peut se permettre, avant de l'installer, de mettre du coton par exemple, ou on laisse vraiment les oiseaux faire leur travail ? On vaut mieux les laisser faire, mais si vous voulez mettre un petit peu de paille, un peu de copeaux, des choses comme ça, pourquoi pas, quoi. Oui, à disposition. À disposition, ouais, tout à fait. Ouais. Du thym, on me dit du thym dans le jardin, c'est pas mal. Ça, oui. Après, on peut s'amuser. Moi, j'ai des gens qui mettent, quand ils brossent leur chat, leur chien, ou bien s'ils ont du crâne de cheval, etc., ils peuvent très bien mettre ça à disposition. Et les oiseaux viendront se servir, il n'y a aucun problème. Alors, comme quoi les oiseaux, je parlais de thym, mais les oiseaux sont intelligents. Ils vont intégrer du thym dans leur nid, parce que le thym est un antiseptique. Exact. Qui va éviter aux oisillons d'attraper les maladies. C'est vrai, exact. Ouais. Voilà. Et le plaisir, ça sera pour vous de voir les oisillons passer leur tête par le trou d'envol. Voilà, puis de prendre de belles photos, pourquoi pas. Voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez écrire à RVM, téléphoner ou écrire pour poser vos questions. Tout à fait. Donc on peut résumer rapidement. Si on a des nichoirs, on en achète ou on les fabrique. Il faut les mettre dans des... Il faut les mettre au-delà de 2,50 m, 3 mètres de haut, à moins de 5 mètres, entre 3 et 5 mètres de haut, exposés au sud-est, dans des endroits qui ne sont pas accessibles aux prédateurs, si possible. Et avec ça, vous allez avoir du monde dans le jardin tout l'été. Et si possible, plusieurs nichoirs pour les différentes sortes d'oiseaux. Différents nichoirs, différents trous d'envol, différents accès ouverts, semi-fermés, etc. Oui, bien sûr, tout à fait. Eh bien, merci à vous deux, Daniel, pour avoir co-animé. Merci Thierry. Et merci beaucoup à Thierry de Couter. On rappelle, il fait partie notamment de l'association LPO, donc Ligue pour la protection des oiseaux. Et on vous propose pour la prochaine fois une nouvelle émission. On ne sait pas encore le thème, peut-être sur une idée, Daniel ? Moi, l'idée, je l'avais évoquée avec Thierry, les hirondelles, quels sont ces oiseaux et où sont-elles passées ? Voilà, très bien. Donc la prochaine émission avec Thierry, ça sera justement sur les hirondelles. Merci à vous. Merci. Merci. Un regard sur la nature.